Vous écoutez Le Grand Débat, issu de l'épisode S409 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 26 mai 2022. Cet épisode vous est présenté par Canon et sa gamme Image Prograph Pro, les imprimantes photo qui offrent des rendus parfaits à chaque impression jusqu'au format A2+, pour une créativité sans limite. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Amélie Sanson, la coordonnatrice générale du collectif Fêtard, et Patrick Lévesque, photographe et journaliste spécialisé, pour une grande discussion autour des étapes incontournables dans l'organisation d'une exposition photo. Attention, je précise bien, on va parler logistique pure. Mais pour commencer, est-ce qu'on peut pas essayer de se poser la question, pourquoi finalement un photographe peut vouloir montrer son travail dans une exposition photo? Est-ce que c'est une fin en soi, Amélie? Est-ce que c'est une fin en soi? Je ne pense pas, mais en tout cas, à mon avis, il y a un adage qui dit pas de photographe sans son public. Et en fait, une photographie, ça s'éprouve, ça se montre et on reçoit des commentaires aussi. Je pense qu'il y a assez peu de photographes, en tout cas, j'en connais pas, qui font des images pour eux-mêmes sans avoir envie de les montrer, de les partager. Il y a quand même l'idée d'un partage. Alors, le photographe travaille très seul, mais à un moment donné, la photographie, elle vit quand elle est montrée et elle est partagée. Donc... Il y a un autre adage, nous, qu'on utilisait pas mal dans le magazine, dans le monde de la photo. Patrick, surtout, ça te concernait quand on consacrait des dossiers à l'impression, c'est qu'on disait une photo existe à partir du moment où elle est imprimée. Donc finalement, ça rejoint un petit peu cette idée-là aussi, que pour montrer son travail, que ce soit un livre ou une expo, il faut qu'elle soit montrée au public sous cette forme-là. Toi, ça te parle forcément. C'est clair. Enfin, en tout cas, c'est vrai que pour rebondir un peu sur ce que disait Amélie, d'abord, c'est vrai que la photo, pour un photographe, je dirais que c'est d'abord un peu égoïste, on fait de la photo pour soi, parce que d'abord on aime ça, on prend son pied à faire nos photos, mais après, le but c'est de la montrer, c'est de la partager, et pour pouvoir montrer, partager les photos, la seule chose qu'on puisse avoir, c'est ou de les imprimer, de les exposer, que ça soit publié, alors que ça soit sous forme de livre ou en magazine, mais voilà, c'est comme ça qu'on montre, il faut que ça soit imprimé. Pour moi, une photo, elle ne peut être vivante que si elle est imprimée. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on se fait connaître, ou parce qu'aujourd'hui c'est plus les réseaux sociaux C'est une des façons, effectivement. Il y a beaucoup de photographes qui ne vivent qu'à travers les réseaux sociaux. Oui, alors aujourd'hui, les réseaux sociaux sont le vecteur, effectivement, qui permet à tous les photographes, qu'ils soient pro ou pas pro, du reste, de faire connaître leur travail. Mais je persiste et signe en disant que pour moi, une photo, elle prend réellement vie quand elle est imprimée. C'est-à-dire qu'on a la finalité, on a un objet physique, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qu'on tient en main, on a quelque chose qu'on regarde autrement qu'à travers un écran. C'est-à-dire que tout va concourir un petit peu à magnifier l'image. Un tirage, c'est vraiment quelque chose de physique, qu'on le tienne ou qu'on le voit au mur. C'est pour moi la finalité d'une image, c'est l'impression. Oui, dans le partage, je pense les réseaux sociaux, comme Internet d'ailleurs, ça a un vrai impact puisque c'est la première expérience de la monstration et du partage. Mais en effet, tant dans le livre que dans l'exposition, il y a tellement de possibilités qui s'offrent à nous sur les manières de montrer les images, de les tirer, de les exposer. Enfin, on reviendra sur tous ces sujets. Que, en effet, les réseaux sociaux, pour moi, c'est quand même important puisque c'est un moyen de partage. Et par ailleurs, pour plein de jeunes artistes émergents qui n'ont pas encore les moyens d'aller jusqu'à l'édition ou pour l'instant jusqu'à l'exposition, c'est un premier biais de partage, mais évidemment la suite a tellement d'avantages. Et c'est vrai aussi pour des pros, parce que de toute façon, tous les pros sont comme les amateurs, ils ont besoin de se faire connaître, et les réseaux sociaux aujourd'hui, donc Instagram, Facebook et tout ce qu'on veut, il y a plein de supports, c'est le vecteur numéro 1 pour se faire connaître son travail. Puis il y a beaucoup de photographes aussi qui, je pense, c'est mon humble avis, qui ont envie de se lancer dans l'exercice de l'exposition, pour commencer à vendre finalement leurs œuvres. C'est un aspect qui est important, ça, dans la logique d'une exposition ou pas? Alors moi, je dirais que, je pense que c'est pas forcément le meilleur objectif d'exposer pour vendre. Je pense que la vente, elle arrive, c'est plutôt transformer l'essai, c'est plutôt un bonus. Mais faire une exposition pour vendre, alors déjà, ça nous oriente pas vers les mêmes systèmes de monstration, pas vers les mêmes acteurs dans le premier temps. Et des photographes qui arrivent à vendre leurs images et par ailleurs à en vivre sont tellement rares que je pense que l'exposition doit pas uniquement être conditionné par le fait de vouloir vendre ces images. Il y a tellement d'autres choses qui se passent dans l'expo. D'ailleurs, dans les festivals que vous organisez, les expositions pour lesquelles vous collaborez, c'est des expositions juste pour montrer. Il n'y a pas de vente du tout, quoi. Pas du tout.
Toi, tu es d'accord avec cette idée, Patrick, aussi ? Alors oui, parce que c'est vrai qu'au départ, de toute façon, quel que soit le photographe, l'expo, d'abord, on se fait connaître. C'est-à-dire que l'expo va permettre de faire connaître son travail, de se faire connaître soi en tant que photographe, alors auteur, journaliste, quel que soit le photographe qui expose, c'est une manière de montrer son travail. Et au départ, c'est pas pour vendre, c'est d'abord se faire connaître. De toute façon, je pense qu'on vend quand on commence un peu à être connu, en fait. Et les premières expos, quelles qu'elles soient, c'est je montre mon travail, je montre un peu ce que je fais, et voilà, on vend pas forcément. Moi, mes premières expos, ça m'a coûté de l'argent, mais ça m'a coûté de l'argent investi pour le moyen et le long terme. C'est-à-dire que ce sont des premières pierres qu'on pose, et on commence à faire connaître son travail auprès du public, auprès des galeries, auprès des festivals. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Moi, je suis en prépa d'expo, justement, pour cet été. Et on verra que là, il y a une double finalité, mais c'est à la fois vendre, mais c'est toujours continuer d'élargir son public. Et en ce sens, l'expo, je pense que le fond de base, c'est se faire connaître à la base. Est-ce que vous pensez vraiment que les photographes mesurent bien, outre évidemment la réalisation et le choix des photos qu'on souhaite exposer, le travail que requiert l'organisation d'une exposition photo ? Bon, je vais répondre en premier. Je me sens un peu visé. Je pense qu'effectivement, les photographes ne mesurent absolument pas ce que représente une expo à la base, parce qu'une expo, c'est pas que montrer des photos, c'est d'abord, c'est une démarche intellectuelle déjà dans la tête, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à ce qu'on veut montrer, pourquoi on veut le montrer, comment on va le montrer. Ensuite, c'est aussi un coût, parce qu'une expo, c'est un investissement, c'est des tirages. Les tirages, ça coûte cher. C'est ce qu'on va faire de ces tirages, comment on va les mettre en valeur, donc le type de cadre, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais c'est un investissement de ce point de vue-là, mais c'est aussi après un investissement en termes de communication. C'est beaucoup de choses, une expo. C'est pas que je vais montrer des photos, ça a un coût. Amélie, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on se rende compte de l'ampleur du travail qu'il y a derrière la conception, l'organisation et la préparation du Festival Circulation ? Le Festival Circulation, pour vous donner une petite idée, on lance un appel à candidature à l'été, et entre le moment où on choisit les photographes et où on expose, il y a entre 6 et 8 mois qui du coup sont consacrés à la réflexion, le choix des tirages, des encadrements, évidemment au montage, etc. Mais il y a toute une période où on réfléchit à pourquoi on expose, quelles images on expose, quel en sera l'impact, et rien qu'en fait, ce que tu disais Patrick sur l'investissement aussi émotionnel, puisqu'en fait on est face à ces images, pour la première fois on les montre, pour la première fois aussi, parfois elles sont tirées physiquement. Donc en fait, c'est quelque chose de les choisir sur son ordi, puis quand on les a devant nous, quand on les a au mur, et par ailleurs quand on les a au sein d'une expo collective avec d'autres photographes qui répondent, il y a beaucoup de questions qui émergent et qui rendent les choses pas toujours très faciles. D'ailleurs, du moment où on choisit les images jusqu'au moment où on les expose, parce que parfois au mur, on est aussi face en travaillant avec des photographes. Alors moi, je parle du côté émergence, évidemment, à des doutes, à de nouvelles questions qui sont tout à fait pertinentes, mais qui montrent qu'en fait, c'est pas si simple d'exposer. Ça veut dire que tu peux changer aussi au dernier moment certaines images qui sont accrochées dans un premier temps. Tu peux revenir sur ton choix ? Absolument. J'ai pas fait, je pense, en mes 7 ans d'expérience, une seule expo sur laquelle toutes les photographies qui avaient été tirées et produites avaient été toutes accrochées. Souvent, on change, que ce soit l'ordre d'accrochage ou même parfois, il y a des tirages qu'on n'accroche pas finalement. Donc, tout change jusqu'à la dernière minute. Allez, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et donc, on va partir du principe que le photographe sait déjà quelles images il souhaite exposer et l'histoire qu'il veut raconter avec. Donc, pour se lancer dans l'organisation d'une exposition, il faut avant tout trouver un lieu. Et le premier lieu auquel on pense pour une exposition photo, c'est naturellement une galerie d'art, une galerie photo. Mais c'est pas forcément la solution la plus simple. Nous nous sommes entretenus avec Salomé Dornano, qui a en charge les galeries Fisheye à Paris et à Arles. Elle nous explique pourquoi. On l'écoute. C'est vrai qu'on croise beaucoup de jeunes photographes qui se disent que c'est la seule solution en fait de travailler avec une galerie, et c'est vrai que ça peut l'être parce que la galerie elle a un support autant financier qu'un accompagnement un peu de A à Z et un regard un peu sur l'artistique en fait. Quand on crée une exposition, quand on est tout seul et qu'on démarre, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment proposer son travail, on ne sait pas trop avec qui travailler, et une galerie c'est pas qu'une seule personne en fait, il y a une équipe derrière qui peut vraiment accompagner le photographe. Après c'est vrai que je pense que c'est un peu difficile de rentrer dans une grosse galerie. Je pense qu'il faut tout d'abord se tourner vers des plus petites galeries. Il y en a plein à Paris, il y en a plein partout en France en fait, qui sont très ouverts à des collaborations avec des jeunes photographes, et ça c'est hyper chouette. Il faut super bien cibler sa galerie
On peut pas aller voir n'importe quelle galerie avec n'importe quel travail. Moi, c'est vrai que parfois, je me suis retrouvée avec des projets qui n'étaient pas du tout ce qu'on exposait aux galeries Figeac et des portfolios. Et je me suis dit, mais en fait, la personne, elle a absolument pas regardé ce que nous, on faisait. Donc ça, déjà, c'est hyper important. Première chose qu'il faut faire, c'est déjà de rencontrer les galeristes, je pense. C'est une étape un peu primordiale. Mais il faut surtout avoir à mon avis, il faut avoir un portfolio qui quand même ait du sens, quelque chose qui tienne debout. On se présente pas à une galerie avec voilà deux trois photos qui se battent en duel et un désir juste d'exposer pour exposer. En fait, je pense que quand les photographes en fait veulent vraiment faire un bout de parcours avec une galerie, que ce soit pour la première exposition ou même après, je pense qu'il y a un peu une question de faire un petit bout de chemin ensemble. Et du coup, c'est important en fait de se présenter et d'apporter un projet vraiment construit. Bon, bah on le comprend bien, hein, côté galerie, il y a avant tout un travail de prospection et de conviction à faire qui s'improvise absolument pas. C'est la même logique, j'imagine, pour un festival, Amélie ? Oui, évidemment, la prospection, ça compte pour beaucoup. Et de ce que dit Salomé, je pense que c'est aussi important, à la fois sur cette question d'équipe qui anime la galerie, mais aussi sur le fait de bien cibler les endroits vers lesquels on va se tourner pour proposer une exposition. C'est aussi une histoire humaine. Enfin, il faut pas oublier ça. Derrière les festivals, il y a des directions artistiques. Des directions artistiques, c'est des choix, c'est des envies, des attirances particulières. Et en fait, tout le monde perd son temps si on cible pas vraiment l'endroit où on veut aller. Donc je pense que le choix, alors la prospection évidemment, hein, de toute façon c'est notre métier, on est tous et toutes en train d'essayer de voir voilà ce qui fonctionne, ce qui est nouveau, ce qui est esthétiquement et un peu audacieux ou en tout cas nous pose hors de nos limites. En tout cas sur circulation, c'est ce vers quoi on tend, mais c'est très intéressant. Sur les rencontres photographiques du 10e, c'est ouvert aux amateurs ou pas ? Comment ça se passe ? Oui, alors en fait, sur les rencontres photographiques du 10e, donc on a le comité artistique de Fêtard qui fait la curation et c'est un appel à candidature. Donc en fait, tous nos appels à candidature sont ouverts et après, c'est le comité artistique qui va faire la sélection. La question d'amateur, elle est un peu ambivalente dans le sens où qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être amateur ? C'est la même question que pour l'émergence, c'est-à-dire alors ça, c'est un sujet d'émission, les gars. Voilà, qu'est-ce que la photographie amateur ? On parlait en début d'émission du Festival de Vincennes, c'est un festival uniquement dédié à la photographie amateur. Quand on voit le casting qu'ils ont, c'est pas pas vraiment vraiment des amateurs. Les gens mis en avant, c'est-à-dire qu'ils sont, leur travail est évalué par des pros, mais le grand concours est uniquement ouvert le concours, aux mais amateurs. pas les expositions. Ah oui, mais dans le cadre du concours, ils ont le droit à une exposition. Donc c'est un parti pris aussi. Donc oui, il y a une distinction à faire entre les deux. Par contre, entre émergents et amateurs, là, c'est un petit peu plus nuancé. Je pense qu'il y a une distinction qu'elle est un petit peu plus nuancée, en effet, mais dans l'émergence, on peut avoir 75 ans et être émergent. Exactement. En fait, c'est plutôt, il n'y a pas de limite d'âge, par contre, ça, on est bien d'accord. Bon, ok, alors donc les galeries pas simples, les festivals pas simples, c'est quoi les autres options qui s'ouvrent à nous si on veut trouver un lieu pour faire une exposition, selon vous, Patrick ? Il y a plein de lieux. Bon, c'est vrai que les galeries, c'est au départ, tout le monde a envie d'aller dans une galerie parce que c'est prestigieux, parce que c'est là qu'on se doit être. Mais pour rebondir sur ce que disait Amélie, c'est vrai qu'il faut trouver la bonne galerie qui correspond un petit peu à son travail. Mais il y a plein d'autres lieux. Je pense à un truc très bête, mais il y a des restaurants, mais il y a des entreprises qui proposent d'accrocher. Moi, j'ai exposé dans une banque il y a très longtemps, ça paraît bête, mais c'était ma banque qui m'a proposé d'exposer. Il y a énormément d'endroits qui permettent de montrer son travail. Et toujours parce qu'on est dans la logique de montrer et pas de vendre. Hein. Donc, tous ces endroits permettent on nous propose beaucoup de choses. Ça veut dire que quand tu es photographe aussi, une part de flair, selon l'endroit où tu te trouves, tu as toujours sur toi une petite carte, un petit projet à montrer. Tu vas te dire, tiens, ce lieu, ça pourrait coller, je sais pas, une cave à vin, une banque. Tu as souligné une dis. chose qui est fondamentale, c'est vrai que pour un photographe, je dis bien sûr, photographe parce que même je suis un garçon, mais jeune, vieux, jeune, il n'y a pas d'âge de toute façon pour être photographe. Et oui, on doit toujours avoir quelque chose sur soi à montrer, à laisser, à donner, parce que un photographe, il a toujours son œil à regarder déjà pour faire des photos, et après, tiens, ici ça m'intéresse. Je vais rencontrer les gens, on dit voilà, je fais ça, je peux vous montrer. Je peux montrer sur un smartphone, sur une tablette, déjà, c'est le premier support. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je montre mon travail et je peux laisser une trace. Alors des traces, il y a plein de manières. Moi, j'ai une carte de visite, mais j'ai des petites plaquettes, j'ai un petit bouquin, j'ai plein de choses que je peux laisser.
Il y a plein de façons de pouvoir en fait montrer son travail. Patrick, tu prépares une exposition à Arles cet été. Tu vois, on se dit exposition Arles, c'est genre le truc le plus compliqué qu'on peut imaginer. Raconte-nous comment tu as trouvé cette galerie. Bah en fait, j'ai rien trouvé en vérité. Le hasard a fait que j'ai un ami qui est installé à Arles depuis très longtemps et qui a monté sa galerie cette année, qui est ouverte depuis, on va dire, 2 mois. Hein, et cet ami que je connais très très bien m'a proposé, parce que ça fait longtemps qu'on en parlait, il m'a dit, est-ce que tu veux exposer cet été ? Alors je lui dis bah oui, bien entendu. Le réseau. Oui, non, mais encore le réseau. Oui, non, mais c'est le prolongement de ce qu'on disait tout à l'heure. On doit toujours avoir des cartes de visite, etc. Mais le trésor d'un photographe, c'est le trésor d'un journaliste, c'est le carnet d'adresses, c'est les contacts qu'on élargit en permanence. Et là, ça a été c'est des rencontres évidemment qui datent depuis longtemps. Hein. Gérard, je le connais depuis très longtemps, mais sa galerie c'est tout frais. Mais le fait de bien se connaître, il connaît mon travail, je connais le sien. On va exposer à 3 photographes, donc là, en plus, c'est un truc collectif. Ouais, c'est un truc collectif, et bon, on en reparlera peut-être un peu. Ça conditionne beaucoup de choses pour préparer une expo. Et puis Arles, pour le coup, c'est vraiment l'exemple même d'un off qui est extrêmement vivant. Et en fait, on expose... qui est même parfois plus partout. Intéressant que plus de monde que le vide. Mais partout, dans des garages, dans la rue même. Vraiment, et tout est intéressant. C'est la force de Arles. Il y a Arles, en fait, les rencontres officielles, mais il y a tout le off. Et c'est fondamental. Alors, donc, il y a le off des galeries, puis il y a le off un peu sauvage. C'est une bonne idée, ça, de faire des expos sauvages ou garde à vue assurée? Arles le permet. Si tu t'appelles pas JR, c'est compliqué. Arles permet beaucoup de choses. Quels sont les critères qu'on doit un peu prendre en compte quand on choisit un lieu pour une exposition? Là, on rentre dans des critères très pratico-pratiques. La taille, l'endroit, la fréquentation. Qu'est-ce qu'on regarde? Plus c'est grand, mieux c'est? Pas forcément. Parce que c'est pareil, ce qu'on met au mur, faudra pas forcément que ça soit grand. Ça va dépendre. En fait, ça peut être le résultat d'un hasard. Des fois, on va tomber sur une galerie ou un endroit, un resto, une salle. Il y a des salles éphémères. Moi, j'ai fait des expos qui ont duré qu'une soirée. C'est le lieu qui plaît. Et je pense qu'on se conforme un peu au lieu. On va conditionner un petit peu les tirages, la taille des tirages, le nombre des tirages, comment on va un peu scénographier, mettre en scène, comment on va éclairer, parce que l'éclairage c'est très important. Je pense qu'il n'y a pas réellement de règles. Je pense qu'on se conforme au lieu qu'on a trouvé. À mon avis, c'est un point de vue. Je pense qu'il peut se défendre. Il peut peut-être être vu d'une autre manière par d'autres photographes qui vont cibler des choses. Peut-être que ça correspond plus à leur travail, mais je pense que de manière générale, on se met un peu en face par rapport au lieu dans lequel on va se trouver. Et c'est quoi la durée idéale d'une exposition, Amélie? T'as un avis là-dessus? Je pense qu'en fait, la question du lieu, elle est très liée à la question du moment. C'est-à-dire que entre faire une exposition qui a lieu dans le cadre, par exemple, du Off d'Arles, pour revenir sur cet exemple, puisque pendant une semaine, il se passe énormément de choses, finalement, l'expo d'une semaine, elle peut marcher. Si c'est un lieu qui est vraiment indépendant et qui a sa propre programmation, là, il y a toute une stratégie en termes de temps à comprendre entre le moment où on parle de l'expo, le bouche à oreille, etc. Et là, il y a vraiment un délai qui est un peu incompressible en termes de semaines à partir duquel vraiment l'expo commence à être... on commence à avoir de la communication, on commence à en entendre parler. Donc, je sais pas s'il y a un délai particulièrement à respecter, mais je pense qu'au moins 3-4 semaines, c'est quand même un bon... C'est déjà de la bonne expo, là, 3-4 semaines. Là. Une bonne expo, mais vraiment, c'est là que ça commence à marcher. Donc, c'est un idéal, évidemment, mais... Et puis, il y a des ovnis. Des fois, on parlait la semaine dernière de portraits avec Frédéric Stussin. On a aussi mentionné Olivier Roller, qui actuellement expose un travail au musée Marc Chagall à Nice sur des réfugiés ukrainiens, et on lui a donné carte blanche et surtout aucune limite de durée tant que le conflit dure. Ce qui est assez étonnant. Oui, d'accord. Donc l'exposition va durer. Moi, je peux me dire que j'ai de la chance parce que Arles, je vais pouvoir rester 2 mois. Donc, alors évidemment, on est trois à montrer notre travail, mais 2 mois à Arles. On bénéficie déjà de la première semaine d'Arles, qui est quand même très importante, mais après, on a tout le public estival qui vient. Oui. Et 2 mois, c'est une super visibilité. C'est super. Arles, 2 mois en plein été, mais c'est un coût. Globalement, parce qu'il va falloir que tu y sois, il va falloir que tu te transportes, que tu dormes, que tu manges. Enfin, faut en tenir compte quand même de tout ça. C'est important, mais alors, je pense que quel que soit l'endroit où on va être et la durée d'une expo, un photographe n'est pas présent tous les jours d'une expo. Bon, déjà, évidemment, il va être présent au vernissage,
au finissage, s'il y a un finissage, et après, ponctuellement, le photographe peut venir sur l'expo. Après, évidemment, à Arles, moi, j'habite pas à Arles, donc je vais pas être présent à Arles pendant 2 mois, parce que comme tu dis, Arthur, ça a un coût déjà. Ça a un coût à tout point de vue, l'hébergement, la bouffe, enfin tout ce qu'on veut. Et après, je pense qu'on va choisir éventuellement peut-être des périodes. Alors la première semaine, j'y serai parce qu'elle est fondamentale. Moi, en tant qu'auteur, je me dois d'être là-bas parce que c'est l'occasion de rencontrer les gens, on va dire, de la photo. Mais après, je pense que c'est aussi intéressant de rencontrer les gens qui viennent en galerie. Donc, on se dit, je sais pas, on va venir 2-3 fois sur l'expo pour pouvoir rencontrer les gens. Et ça, je pense que c'est vrai, quel que soit l'endroit. On peut exposer dans un resto, on peut exposer dans une galerie, dans une entreprise. La rencontre avec un ou les auteurs d'une expo, c'est un échange aussi. Et c'est important pour un auteur de rencontrer les gens. Les gens qui vont éventuellement acheter peut-être aussi, Est-ce que finalement 70% de la communication de la rencontre se fait pas au moment du vernissage ? Je pense que c'est la valeur ajoutée qui se fait au vernissage. La communication, c'est autre chose parce que il faut aussi donner envie aux gens de venir dans un premier temps. Quand ils y sont, on passe à une autre étape vraiment de valorisation. Mais et encore une fois, quand on est dans un programme très dense, il faut savoir se démarquer, s'identifier, aussi créer l'intérêt pour que en fait on vienne à cette galerie, puisque en fait en chemin on peut en croiser 10 autres, surtout à Arles. Donc il y a quelque chose qui se fait quand même avant. Donc je pense que c'est 2 choses différentes, c'est 2 moments de communiquer avant et d'être présent et de valoriser le travail pendant, c'est autre chose. Maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair sur cette histoire de lieu, on va essayer maintenant de projeter son exposition à l'intérieur de ce lieu. Il faut donc se pencher sur le problème de la scénographie. Nous avons rencontré Marion Flamand, scénographe pour le studio Big Time. Nous lui avons demandé de nous expliquer ce qu'est finalement la scénographie d'une exposition photo. On l'écoute. Oui, alors la scénographie d'une exposition photo, c'est travailler à partir des plans de l'espace et des volumes des salles d'exposition pour créer un lien entre les artistes et surtout entre des œuvres entre elles. En fait, on travaille vraiment les volumes de l'espace, la couleur et le parcours du public à l'intérieur. La scénographie, c'est un travail au service des œuvres. Donc l'idée, c'est de créer une identité forte, mais tout en restant, je dirais presque pas en retrait des œuvres, mais en support des œuvres pour les mettre en valeur. Donc c'est aussi pour ça qu'on travaille en lien étroit avec la lumière, par exemple, et l'identité graphique, donc tout ce qui va être les cartels, les titres, etc., pour que tout ça ait une limpidité et une cohérence pour que le public puisse observer les œuvres en premier lieu. Amélie, j'ai l'impression qu'on touche un point extrêmement important dans la conception d'une exposition. C'est quoi un peu l'ordre des choses ? C'est la scéno qui s'adapte au lieu, qui s'adapte aux images, ou c'est les images qui s'adaptent au lieu et la scéno s'adapte à tout ça ? Dans quel ordre on prend tout ça là ? Je pense qu'on prend d'abord le lieu, on prend les images à côté et ensuite on construit la scénographie. Préconstruire une scénographie pour un lieu qu'on n'a pas en tête, c'est je sais pas, se faire rentrer des carrés dans des ronds. Enfin vraiment, c'est pas du tout la manière de fonctionner. D'autant qu'une même série dans un endroit différent aura pas du tout le même impact ni la même perception. Et ce que dit Marion, qui est très intéressant, du fait que la scénographie n'est pas en retrait mais vraiment en support, c'est que quand même ça a un poids qui doit pas être forcément perceptible tout de suite par le visiteur, mais vraiment la scénographie vient après. Tu disais Patrick tout à l'heure, le choix de la taille, des tirages aussi, ça en fait partie. Et la scénographie, c'est à la fois où on met les murs, de quelle couleur ils sont, etc. Mais ça va jusque dans les images. Est-ce qu'on choisit des cadres ou pas ? Est-ce qu'on est en mosaïque, en ligne ? Quel format ils ont ? Et l'éclairage, évidemment. Ça, c'est la touche. Ouais, ça t'en parlait tout à l'heure, Patrick, ça paraît fondamental. C'est la question de la lumière. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit tout de suite voir dans le lieu aussi, ça ? Pour rebondir sur ce que disait Amélie, c'est vrai que, pour moi, l'ordre, c'est effectivement, je dirais, le lieu dans lequel on va se trouver, que ça soit une galerie ou pas, peu importe. Ça, déjà, ça va conditionner énormément. Je pense que ça va conditionner le reste. Pas forcément le choix des images. On a dit que à la limite, on ne l'abordait pas parce qu'il est fait, mais de la manière dont on va justement utiliser ces images et comment on va scénographier l'ensemble après. Je pense que c'est d'abord le lieu. Après, oui, pour moi, l'éclairage, déjà, avant même de parler d'éclairage artificiel, comment la galerie ou le lieu est éclairé. Parce qu'on peut très bien travailler en brut, sans apport d'éclairage. Mais ça, c'est déjà donc le lieu qui conditionne un petit peu tout ça. Ensuite, selon la nature aussi des photos qui vont être mises au mur, moi j'ai un travail plutôt brut.
Donc, je peux me dispenser de cadres, par exemple, mais cadres ou caisse américaine ou autres peuvent m'aller aussi très bien. Je pense qu'après, on va adapter ça au lieu. Et la scénographie va aussi se faire un petit peu en fonction de tout ça. Mais la scénographie, je pense qu'elle arrive, je la dévalorise pas, mais elle arrive pour moi en troisième étape, c'est-à-dire qu'une fois que on sait le lieu et qu'en gros on sait un petit peu les photos, là on va pouvoir scénographier et mettre en scène l'ensemble. La scénographie, c'est la mise en scène de la galerie. Ça se fait pas et tout des seul, photos. ça, la scénographie. Ça paraît parce que c'est un peu abscon pour quelqu'un qui débarque un peu dans ce milieu-là. Je pense que même le photographe, même s'il a son mot à dire, je dirais pas ce qui va être presque en retrait par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens dont c'est le métier, ils savent très très bien faire ça, et ils ont surtout un regard que nous n'avons même plus sur nos photos. On les connaît tellement bien que des fois, on s'imagine même pas qu'elles pourraient être assemblées comme ça, mises ensemble comme ça, séparées même. Même la taille, si on s'imagine en grand, je sais pas, puis on arrive à nous penser quelque chose de tout petit, beaucoup plus intimiste. Le photographe, il va avoir ses idées, mais je pense qu'après, l'équipe avec laquelle il va travailler, s'il travaille en équipe, des fois on peut travailler tout seul, mais l'équipe avec laquelle il va travailler, et il a intérêt à s'appuyer dessus parce que ce sont des gens qui connaissent, ils connaissent très bien l'habitude de s'adapter à un lieu, de mettre en scène des images, de composer avec le travail d'un photographe. Et moi, j'ai des fois redécouvert un petit peu, entre guillemets, mon travail parce que il y avait des regards extérieurs. De toute façon, j'ai toujours besoin d'un regard extérieur. Il apporte, il est beaucoup plus créatif que le mien qui connaît maintenant trop bien, même si mon travail évolue tout le temps, il se complète. Un regard neuf sur son travail, il est fondamental. Et encore plus dans le cadre d'une expo. Alors moi, il y a une question que je me pose vis-à-vis de cette histoire de scénographie, c'est la place des textes dans les expositions. Est-ce que c'est important ? Est-ce qu'il faut un grand texte de présentation ? Est-ce qu'il faut des légendes ? Est-ce qu'il faut des titres ? J'imagine qu'il n'y a pas de règles, évidemment, mais bon, il doit y avoir quand même un peu des tendances. Je veux dire, Arles, ils sont quand même les champions du monde pour nous mettre des textes au kilomètre à l'entrée de chaque exposition. Moi, j'ai une position assez ferme sur ça, c'est-à-dire que je pense qu'une image qui n'est pas accompagnée de texte, en fait, c'est tout ce qu'on disait au début, on est là pour montrer, et je valorise pas une image qui parle pour elle-même, parce qu'il y a toujours un contexte, il y a une envie, il y a un travail photographique, il y a aussi une histoire, une carrière dans laquelle s'intègre cette image, un contexte, et en fait, mettre simplement des images au mur, c'est réduire l'image à son esthétique. Après, je suis assez d'accord aussi que il faut pas oublier que si on écrit les textes, c'est aussi pour transmettre quelque chose au public, et en fait des textes qui réfléchissent sur eux-mêmes, qui sont extrêmement difficiles à comprendre. Dans ces cas-là, mettons les textes comme ça dans des revues, dans des livres, dans lesquels on a le temps de se poser, de réfléchir. Ouais. Si on a un mode d'emploi pour voir l'expo, avant de voir l'expo, d'où la pertinence des catalogues d'exposition. Exactement. À ce moment-là, parce que ça, on n'en parle pas, mais c'est important aussi, peut-être. Absolument. Ça se réfléchit à quel moment c'est le catalogue, c'est bien en amont, ça vient pas au dernier moment quand même. Ça vient, alors pour moi, il y a quand même là, on aborde une question qui est financière aussi, puisque je pense qu'on fait une expo, si on a la possibilité de faire un catalogue et qu'on le sait dès le début, dans ces cas-là, on pense les choses un petit peu différemment. Mais en effet, pour moi, il y a des textes qui sont des textes de curation extrêmement précis, par ailleurs très intelligents et vraiment hyper intéressants, mais parfois quand on est dans une expo collective aussi, notamment quand on a lu 50 textes, on peut pas tomber sur un texte hyper compliqué. Donc les textes jouent beaucoup. Et vis-à-vis du parcours du public, du spectateur, est-ce qu'il faut qu'il soit dirigé par la scénographie, ou au contraire, est-ce qu'il faut le laisser complètement libre ? Alors moi, tu vois, je reprends l'exemple des textes. Moi, j'aime beaucoup dans une exposition commencer par faire mon tour, généralement à l'envers de ce qui est prévu, beaucoup plus vite que ce que la majorité des gens ne font. Et si ça m'a plu, je vais voir le texte et après je recommence. De toute façon, tous les scénographes le diront, je pense. On essaye d'orienter le public, et à chaque fois, ça se passe pas toujours comme prévu. Et en fait, on a beau dire ça sera de droite à gauche, qu'il y a quand même un sens de lecture assez naturel. En fait, il y a toujours des personnes qui le font dans l'autre sens. Mais je pense que les scénographes ont aussi, c'est ce que disait Marion tout à l'heure, cette vision en plus du regard extérieur dont tu parlais, cette vision aussi des volumes et des connaissances des publics. Parce qu'en fait, c'est aussi comme ça qu'on veut montrer une expo. Je pense à des expositions qui sont, par exemple, des rétrospectives. Il y a quand même des évolutions qui sont ou chronologiques ou thématiques, et normalement si un commissariat est bien fait, une curation bien faite, elle est quand même pensée par thématique dans l'évolution d'un propos intellectuel et esthétique, ce qui fait que c'est quand même mieux si on suit ça. Après évidemment, je veux dire, on est là pour apprécier, on n'a pas envie d'être mis dans des cases, mais... Bon, évidemment, en tout cas, la scénographie, c'est hyper important, puis ça peut représenter un budget stratosphérique dans la conception d'une exposition. Est-ce que tu aurais d'ailleurs peut-être 2 souvenirs de scénographie un peu qui t'ont marqué ? Alors,
on va dire quelque chose de spectaculaire, intouchable pour la majorité des photographes, et à l'inverse quelque chose de beaucoup plus modeste. Sur le spectaculaire, quand je travaillais à Deauville pour le festival Planche Contact, qui est un festival de résidence, mais qui depuis 2016 a aussi une rétrospective, j'ai eu le plaisir de travailler avec Peter Knapp et Audrey Waro qui en faisaient le commissariat, et on a organisé une exposition sur la plage de Deauville. Donc là, pour le coup, sans scénographe, je suis pas sûre qu'on aurait réussi à faire ce qu'on a fait, puisque faut s'imaginer sur la plage de Deauville qui est immense, et là mettre des photos, donc déjà ça impose le grand format nécessairement, mais il fallait aussi réfléchir à cet espace qui est un espace de passage, qui est un espace de promenade par ailleurs. Tout le monde n'a pas envie de voir des photos, tout le monde n'a pas envie de les regarder, et on avait eu une proposition de scénographie, d'imprimer des photographies sur des bâches qui sont ensuite mises sur des conteneurs. Et en fait, tout ça prenait beaucoup de sens. Déjà, on travaillait sur des images de Peter Knapp qui jouait beaucoup sur le bleu, sur l'horizon, et le fait qu'on ait la mer derrière, donc avec ce bleu, et par ailleurs qu'on est sur la plage de Deauville, on a une vue sur le Havre aussi, donc qui est portuaire, donc on reprenait les conteneurs. Et de fait, on avait aussi positionné les conteneurs par rapport au plan. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Deauville, mais dans une diagonale qui menait aussi vers l'horizon et le lointain. Du coup, on avait quelque chose qu'on est très bien dans l'espace, puisque finalement les gens sont là pour se balader, et il y a toujours un peu une réticence du public de voir ou de l'art contemporain ou une installation qui est pas pérenne dans l'espace public, parce que souvent ça les gêne dans leur promenade habituelle et dans cet horizon. Donc là, on avait une scénographie qui était extrêmement bien pensée, puisque c'était en lien avec le Havre, en lien avec l'espace, avec le bleu de Peter Knapp. Il y avait même des conteneurs qui étaient nus et qu'on n'avait pas recouverts de bâches parce qu'ils étaient bleus et parce que tout ça avait beaucoup de sens. Donc évidemment, là, on est sur des photos qui font 3x6. Il y avait 20 bâches. C'est pas forcément quelque chose qui est accessible. C'est envisageable, la bâche, ça coûte pas si cher. Bon, après, là, pouvoir être sur l'espace public la location de 20 conteneurs installés sur une plage, ça doit coûter un petit billet quand même. Oui, pendant 3 mois, et puis sur l'espace public, etc. Donc, on est sur un autre niveau, mais c'était hyper intéressant. Et sur une scénographie peut-être un petit peu plus simple, je parlais tout à l'heure du Focus Arménie. On accueille un photographe qui s'appelle Arek Balayan, qui en plus d'être photographe a été soldat pendant des conflits. Et en fait, le mur est beaucoup plus petit. Je pense que ça doit faire un linéaire de 5,50 à peu près, 5,50 m. Et première exposition pour le photographe, il avait envie de mettre énormément de photos au mur. On s'est retrouvé avec des scénographies où il y avait, 25 ou 30 images. Et grâce à l'aide du comité artistique, donc on a une commissaire qui a travaillé avec nous, Karine Delec d'ailleurs, que vous devez connaître assez bien. Et en fait, elle a beaucoup parlé avec le photographe et avec nous. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de très, parfois un peu spectaculaire dans les photographies de conflits qui peuvent être un petit peu... très choquante aussi dans les scènes qui sont montrées. Et en fait, on a pris la décision de mettre que 5 images au mur. Vous avez raisonné. Et voilà, on a raisonné, mais parfois, en fait, c'est en faisant moins qu'on fait mieux aussi. Ça nous a permis de mettre les tirages plus grands. Donc, c'est pas parce qu'on est sur que 5 images au mur et en plus petit format qu'on est moins impactant qu'une expo sur conteneur sur la plage de Deauville. Le propos, il est différent. L'impact aussi vis-à-vis du public, il est différent. Mais en fait, ça fonctionne. Si c'est bien pensé, ça fonctionne. Et juste un petit mot, on parle de Deauville, on parle beaucoup de Paris en général dans l'émission en termes d'exposition, etc. Si vous passez par Reims, en ce moment, il y a une expo incroyable à aller voir, gratuite, qui s'appelle Image 3.0 et qui est un partenariat, en fait, le fruit d'un partenariat entre le Jeu de Paume et le CNAP, où on déambule dans cette expo. Arthur, tu parlais tout à l'heure d'un sens inverse, pourquoi pas. Là, on va pas trop te laisser le choix, en fait. Tu déambules dans cette espèce d'endroit, ces caves de champagne, et c'est une expo qui mêle le numérique, le physique, le son, et c'est une vraie expérience. Donc en accès libre, le travail de 16 artistes comme ça, c'est vraiment intéressant. Allez-y, en termes de scénographie, c'est hyper ambitieux. On en reparlera. Ok, pour la scénographie. Donc, on a le lieu, on a la scénographie. Maintenant, on va s'attaquer... Enfin, on a la scénographie. On a abordé le sujet de la scénographie, évidemment. Et s'il y a bien quelque chose qui est lié à la scénographie, c'est les tirages en eux-mêmes. Là, il y a 2 écoles. Soit on les fait, soit on les fait faire. Peut-être, Patrick, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qu'est un tirage d'exposition ? Ça, c'est un piège. Non, alors qu'est-ce qu'un bon tirage ? Qu'est-ce qu'un bon tirage ? C'est aussi un piège. Et le bon et le mauvais tirage. Bon tirage. Il voit la photo, il imprime. Bon. Non, mais la question, c'est pas qu'elle est piégeante, mais je sais pas si on peut dire qu'il y a un bon et un mauvais tirage. Je pense que quand on expose, alors on n'est pas dans la même démarche déjà qu'un tirage qu'on va vendre à un collectionneur ou un musée, parce que ça correspond à des critères assez techniques. On a dit qu'on parlait pas trop de technique, mais c'est important de le souligner. Mais
le travail d'expo, c'est aussi pour un photographe, si je prends mon cas, mais c'est le cas de beaucoup de photographes, tirer soi-même ces images, c'est aussi un prolongement de ce que fait un auteur en termes de travail visuel. Et le support fait aussi, entre guillemets, partie de l'œuvre du photographe. Moi, je mets vraiment un point d'honneur, que ça soit en expo ou en vente de tirage. Quand on vend un tirage qui a un certain coût pour l'acheteur, moi, je veux aller jusqu'au bout. Je veux que la personne en ait pour son argent. Ça veut dire que c'est à la fois le travail visuel que je vends, ma démarche artistique, mais c'est aussi des choix de papier, parce que il y a des super beaux papiers, des papiers qui déjà, sans photo dessus, sont très beaux et contribuent à magnifier l'image. Je pense que c'est vraiment des choses qui sont importantes à mettre en valeur. Ça rejoint donc un petit peu l'esprit de la scénographie. Je mets des cadres, pas de cadres. Tout concourt en fait à magnifier l'image. Alors, pour aller dans le sens de ce que disait aussi Arthur, un tirage d'expo, on peut se passer de certains critères techniques qui vont induire d'autres réflexions. Mais par exemple, c'est un truc qui me tient à cœur. Les azurons optiques, par exemple, sont des choses qu'on bannit de tous les supports destiné à la vente aux collectionneurs et au musée. C'est un composant chimique qui, quand il se désagrège, va faire perdre la qualité. C'est un truc qu'il y a dans le papier, hein, c'est ça ? Voilà, c'est un composant chimique dans le papier qui va contribuer à sa blancheur. Les papiers nobles, entre guillemets, on va dire, n'ont pas d'azuron optique. C'est une garantie pour l'acheteur, le collectionneur, le musée, que l'image, elle bougera pas. On va dire. Ouais, mais typiquement pour une exposition, c'est pour pas le sujet, quoi. Alors oui et non. Bah, si tu la vends, oui. Non, oui et non, en fait, parce que tout dépend dans quelle démarche on va inscrire déjà ces tirages d'expo. Mes tirages d'expo, s'ils ont des azurons optiques, je les éclaire pas de la même manière que s'ils en ont pas. Parce que l'influence des UV, de l'éclairage, de la salle, tout ça, peut influer sur le rendu des couleurs. Ce sont des choix dont on doit tenir compte. C'est technique, mais on doit en tenir compte. Un galériste, un bon galériste doit savoir ça. Ensuite, effectivement, si on vend les tirages d'expo, s'ils ont des azurons optiques, on précise bien. C'est-à-dire que la personne qui va l'acheter sait que c'est un truc qui va peut-être garder au mur, mais qui va pas forcément rentrer dans des collections, dans des tiroirs, avec d'autres tirages qui mais c'est-à-dire, tu le signales comment ça? Parce que tu vas pas mettre dans la légende. C'est quand tu vends. C'est pas sur le cartel ou c'est pas de discrétion. Non, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ce que dit Arthur, est assez drôle, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un système un peu comme ça, mais effectivement, il faut le préciser. Il y a des labels qui existent, tu vois, Digigraphie, etc. Enfin, tu as des labels dans le milieu de l'impression qui sont la visibles, on va Digigraphie, dire. c'est un label technique propre à un fabricant, pour ne pas le nommer, on sait très bien qui c'est, qui a mis, en fait, ce label technique, en fait, il a servi à toute l'impression pigmentaire, en fait, qu'elle soit de chez Canon ou même HP pour le grand format, ça a servi à contribuer à donner un peu ces lettres de noblesse. Mais pour le tirage d'expo, moi, je pense qu'avec ou sans azurant, je dirais, on s'en fout. Ça implique effectivement comment on va scénographier, éclairer, tenir compte de l'éclairage. Par contre, ça sera un paramètre à bien préciser s'il y a une vente pour la personne qui va acheter. Attention, c'était le support et... Ok. Bon, là, on rentre dans des trucs un peu techniques. Oui, je voulais pas qu'on aille trop loin. Mais du coup, c'est quoi? Enfin, c'est accessible pour un photographe de faire soi-même ses tirages pour son exposition? Quel genre de machine on utilise? Combien ça coûte? Combien de temps ça prend? Déjà, pour les machines, est-ce que tu peux nous donner des exemples, peut-être dans la gamme Canon, qui sont abordables et d'une qualité suffisante pour faire des tirages d'expo? Alors, la notion d'abordable, évidemment, tout va dépendre du portefeuille du photographe et de sa position amateur ou pas amateur, pro, etc. Déjà, c'est un petit peu différent. Canon, puisqu'on parlait de Canon, a une gamme, on va dire qu'en A3, ils ont une machine pigmentaire qui est l'Image Prograph Pro 300, qui est assez récente, je crois elle a 2 ans, qui permet d'aller jusqu'au A3+, c'est super qualité, c'est du bon matériel. Alors, c'est des petites cartouches, ce qui fait que le prix au tirage, ça peut être coûteux. 500 balles. Ensuite, on va monter en gamme en A2, et là, on a l'Image Prograph Pro 1000, c'est une machine maintenant qui a 6 ans, je crois, 6-7 ans. Pareil, on est au top de qualité, et là, on peut vraiment faire du super tirage, on peut faire du tirage de collection en fonction des papiers qu'on va faire. C'est des tirages pigmentaires, ça augure donc d'une durabilité, d'une qualité d'image, etc. Il n'y a pas de problème. On peut faire du tirage d'expo. Après, ça a un coût. Quand même. Il faut le faire régulièrement, non pour que ce soit rentable. Tu vas pas le faire comme tu vas pas le faire. Pour un pro, ça sera automatiquement rentable dans la mesure où on vend un tirage. Quand on vend un tirage, même si on a une machine qui coûte très cher et entre guillemets l'encre coûte cher, quand on vend un tirage, je vais donner un ordre de prix idiot, mais je sais pas, 1500 balles, 2000 balles.
on se fout un peu, entre guillemets, du prix de la machine, parce qu'on vend derrière. Pour un amateur, là, la réflexion, c'est plus si tu tout à fais fait ta la première même. expo, tu te dis tu vas tirer toi-même. Et surtout si on vend pas. Moi, je sais que mes premières expos, j'ai même pas amorti, je dirais, mes expos, financièrement parlant, j'ai rien vendu, quoi, quelque part. Mais ça peut être intéressant, toujours dans une démarche créative pour l'artiste, je vends mes tirages que j'ai faits. C'est une démarche. Après, on peut s'appuyer sur des labos, parce qu'il y a plein de labos, des labos en ligne. On a parlé de Whitewall tout à l'heure, on peut parler de Picto Online, on peut parler après, on va aller plus loin, chez Dupont et autres grands labos professionnels qui font très fort à ce niveau-là et qui peuvent effectivement permettre de monter une expo. Mais ça a un coût aussi. Amélie, avec la quantité stratosphérique de tirages que vous devez produire par an, du coup, vous avez monté votre propre labo, vous avez investi dans des machines où vous sous-traitez tout. On sous-traite tout. Déjà parce qu'on pense que c'est un vrai métier. Moi, je suis productrice, coordinatrice, mais je suis pas tireuse, d'une part. Donc, en fait, on fait appel à des personnes qui nous soutiennent depuis le début. On travaille avec Delphine Piovent du labo La Belle Image, qui a par ailleurs, qui est d'une gentillesse absolue, qui nous connaît très bien et qui est située au 2e étage de l'immeuble qu'on occupe. Donc, c'est quand même très agréable. C'est plus simple. Ok. Bon, on a les tirages. Alors, on les a fait soi-même ou on les a fait faire, mais l'histoire, elle s'arrête pas là. Il faut savoir comment on va les accrocher. Est-ce qu'on va les protéger? On aborde donc la thématique de ce qu'on appelle les finitions. Et là, il y a énormément de choix et de possibilités. On reprend l'exemple du laboratoire en ligne, Whitewall, qui a un panel de finitions possibles pour ces tirages d'art qui est juste impressionnant. Alors, on parle de tirage sous plexi, de tirage sur aludibond, de caisse américaine, t'en as parlé tout à l'heure, de cadre avec passe-partout. Bon, bref, tu peux un peu nous éclairer sur, nous vulgariser ces termes très techniques. C'est quoi un passe-partout pour, on va dire, le grand public? Un passe-partout, en fait, c'est ce qui va permettre un petit peu de mettre un petit peu en valeur l'image dans un cadre. C'est on va le faire très simple. C'est un carton dans lequel on a découpé une fenêtre sur lequel on va mettre l'image en dessous. En fait, ça va permettre de la détacher un petit peu d'un cadre. Ça permet aussi, techniquement, qu'elle ne soit pas en contact physique aussi avec la glace, éventuellement le verre du cadre, s'il y a un verre. Parce que ça, c'est pareil, c'est un choix ou pas. Passe-partout, ça sert à ça, en fait. Alors, il y a différents types de passe-partout, différentes épaisseurs. Moi, j'aime bien les épaisseurs assez épaisses, avec une âme assez haute. L'âme, c'est l'épaisseur du passe-partout. Ça, c'est pareil, ce sont des choix, en fait, qu'on va faire quand on conçoit l'expo. Ça fait presque partie intégrante de, pas parler de la scénographie, mais comment on va mettre en valeur. C'est-à-dire un cadre avec passe-partout, on est plein pot dedans, vert, pas vert. Est-ce que contre-collage. on est en contre-collage? Est-ce qu'on est sur aludibond? Moi, j'ai un choix très précis dans l'expo que je vais faire par rapport à mes petits camarades. Caisse américaine, pas caisse... Caisse américaine, explication. Alors, une caisse américaine, on va dire, c'est un cadre en bois, pour le faire très simple, dans lequel le tirage qu'on va avoir, en général, c'est un dibond ou une toile, souvent, ou ça peut être après un tirage qui est monté sur un dibond, et l'impression donne le tirage qui est monté dedans donne l'impression de flotter. Ouais. Vraiment, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un petit peu détaché. Il y a des bords visibles. Je vois. Voilà. Enfin, en tout cas, ces finitions contre-collage ou mise sous plexi, on est d'accord qu'évidemment, ça, on ne peut pas le faire tout seul à la maison, parce que ça demande l'utilisation de machines extrêmement complexes, extrêmement... on peut le faire soi-même. Ouais, le passe-partout, ça peut être Je vais pas fait. parler du passe-partout. C'est marrant, mais Non, mais Benjamin a raison de le dire. Moi, au départ, je m'étais dit, je vais faire mes passe-partout. Finalement, en plus, on peut se les faire sur mesure. Alors, l'avantage, c'est de se les faire sur mesure. Par contre, même si j'ai beau être assez adroit, technique, etc., rater un passe-partout, c'est un coup. Et quand on en a raté 1, 2, 3, on fait faire ces passe-partout. On les prend tout fait, mais des fois, c'est vrai que quand on a des formats, on essaie de sortir un petit peu des formats standards. On aime bien pouvoir faire ces passe-partout soi-même. On décentre un petit peu l'ouverture. Ça peut être intéressant, mais on peut les faire faire. Voilà. Enfin, le contre-collage sur aludibond, on peut pas le faire à la maison. Vous allez pas me... C'est risqué. Si, mais évidemment, après, tout va dépendre des Pendant formats. les confinements, je suis sûr qu'il y a eu plein de tentatives. Non, le DIY. Les boulangeries et les contre-colleurs. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est quand on regarde sur du grand format, etc. Laminer un tirage sur un dibond, il faut du matériel qui coûte cher, etc. Mais il y a des petites presses à laminer qui ne coûtent pas si cher que ça. On trouve des dubons, des plaques dibond à support adhésif sur lequel il faut après appliquer le tirage
tirage, il faut passer ça dans une machine pour le contre-collage. Ça peut se faire, mais bon, ça a un coût. Mais après, je pense que l'amateur n'ira jamais vers ça, Oui, et même le pro. Si vous voulez pas vous prendre la tête, franchement, vous allez par exemple sur le site de Whitewall et il y a beaucoup de solutions Exactement. très simples à mettre en œuvre. Amélie, c'est quoi la tendance en ce moment en termes de format papier finition pour un tirage d'expo ? Alors, je vais un peu aller au-delà de ce qu'on vient de dire, mais il y a aussi beaucoup de systèmes maintenant qui nous permettent d'imprimer sur à peu près tout sauf du papier. Et ça, c'est aussi une tendance. T'as l'impression Pardon, Patrick. sur caillou. Non, mais Voilà, je voulais en mais, parler. Non, mais mais c'est ouais. ultra intéressant. C'est Oui, ultra intéressant. en fait, il y a plein d'autres supports qui réfléchissent l'image et qui lui donnent un autre statut complètement. On sort des cadres, pardon pour le mauvais jeu de mots, c'est l'émission de la Ici, mauvaise blague. on est spécialiste. Tu peux y aller. Donc voilà, il y a vraiment plein d'autres choses. Après, on utilise aussi beaucoup les dos bleus, donc c'est un peu du papier affiche qui nous permettent de faire des très très grands formats à un prix défiant toute concurrence parce que c'est vraiment pas très cher. Et après de le prendre et de l'expérimenter, de mettre des cadres dessus ou pas à côté. Donc en fait, on a un peu de tendance à sortir du tirage ou du cadre, même les 10 bons, c'est aussi quelque chose, on n'est plus obligé d'encadrer en effet. Donc je sais pas s'il y a une tendance, parce que ça dépend beaucoup des photographes, mais en tout cas, on peut aller au-delà. Peut-être dernière question sur cette thématique, est-ce qu'on conçoit ces tirages d'exposition pour qu'ils vivent au-delà de l'exposition ? Où on part du principe qu'ils sont faits uniquement pour ça et que s'ils sont abîmés, détériorés, ça fait partie de la vie. Je sais que nous, en tout cas, sur les festivals sur lesquels j'ai pu travailler, c'est aussi pour ça qu'on ne vend pas les tirages d'exposition et que les tirages d'exposition sont faits pour vivre pour l'exposition parce qu'il y a un public, il y a des gens qui mettent les doigts, ça peut tomber, je sais pas si c'est en extérieur. Enfin, il y a vraiment une différence, je pense, entre le tirage d'expo et le tirage. Et à qui appartiennent les tirages ? Ils appartiennent à l'artiste ou à la galerie ? Alors moi, je n'ai jamais travaillé en galerie, mais en tout cas, ça appartient toujours aux artistes. On n'est pas du tout... Non, alors il y a des dépôts parfois dans des stocks quand on fait des tournées, etc. De plus en plus, d'ailleurs, se pose la question sur des thématiques à penser à l'environnement, parce que l'exposition, ça consomme énormément de toute façon, conserver les tirages pour les montrer à nouveau. Donc, mais on n'est jamais dépositaire, l'œuvre appartient toujours à l'artiste. Je voudrais... Ouais, si je peux intervenir. Alors effectivement, le type de support, effectivement, comme tu l'as dit, il est très très large. Moi, j'expérimente en ce moment des tirages sur verre, ce qui est super intéressant. Après, oui, il n'y a pas de limite. Tu as parlé du dos bleu, c'est une manière, pour moi, qui rentre aussi dans le cadre de la scéno, mais qui peut s'élargir. Ensuite, à qui appartiennent les tirages ? Je pense qu'ils appartiennent à l'auteur, mais un auteur, s'il est malin quand il expose, le but, c'est que l'expo, elle puisse tourner aussi derrière. Alors, on va raisonner de manière un petit peu, effectivement, éco, c'est-à-dire que je l'ai pas fait que pour ça. Moi, j'ai envie que mon expo tourne, etc., ou une expo collective Ça suppose de pouvoir la stocker aussi. Alors, mais le problème, c'est toujours le stockage. On a un ami commun qui s'appelle Pascal Maître, par exemple, je connais très bien, qui a des tirages qui sont énormes. Lui, c'est un entrepôt dans lequel il est obligé de stocker ses... Alors évidemment, tout le monde n'a pas la taille des tirages de Pascal Maître et la quantité de tirages qu'a Pascal, mais même pour un petit photographe comme moi, le stockage, c'est super important. Les tirages d'expo, c'est super important. Alors, on est dans une démarche où on peut les vendre. Si on a vendu une partie des tirages d'une expo qui va tourner, on retire. Sauf si c'est des tirages numérotés, c'est encore autre chose, mais il y a énormément de choses qui vont conditionner à ce qu'on va faire des tirages. Je pense qu'une expo, pour moi, elle doit tourner. Elle doit continuer. Bon, on a le lieu, on a la scéno, on a ses tirages. Tout est prêt pour sa première exposition. Encore faut-il maintenant avoir du champagne. Public. Il faut donc mettre en place une stratégie diabolique de communication pour attirer du monde pour découvrir son travail et visiter son exposition. La communication, c'est extrêmement important dans tout ce processus. C'est même peut-être ce qu'il y a de plus important d'une certaine façon. Nous avons rencontré ta collègue Camille Guillet, qui est la coordinatrice adjointe et responsable de la communication du collectif FETART. Elle nous donne quelques conseils simples de communication, quelques actions simples à mettre en place pour attirer du monde à une exposition. On l'écoute. À l'heure d'aujourd'hui, tous les réseaux sociaux qui sont des atouts extraordinaires et des leviers de communication à la portée de tous. Donc, c'est un atout parce que ça se partage. On peut, par exemple, sur Facebook, créer un événement autour d'une exposition et inviter tout son réseau qui lui-même va inviter son réseau. Donc, du coup, on peut cibler et toucher un maximum de monde.
Et puis après, il y a d'autres supports aussi assez dynamiques et pouvoir donner un aperçu de cette exposition au public. Ça peut être des sites internet. Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, il y en a qui peuvent se faire à la maison pour des budgets modiques. Il y a plein de plateformes en fait qui permettent de se faire un site internet. Une communication qui peut être très efficace aussi, ça va être d'essayer en fait de rentrer en contact avec de la presse, faire un communiqué de presse et du coup ça il faut s'y prendre évidemment en amont, bien à l'avance, et ensuite relancer évidemment les personnes qui sont influentes dans la photographie. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est les supports print qui sont vraiment pas à négliger et qui peuvent être un très bon moyen de faire aussi venir des kidam. Ces flyers, on peut en faire tirer à l'effigie d'une image symbolique de l'exposition et on les dépose tout autour du lieu où on expose, mais aussi dans des lieux culturels, des lieux de vie, les lieux où ça bouge, voilà. Et autour de son lieu d'exposition, ça peut même être dans les bars, dans les laveries, dans tous les lieux où les gens sortent et peuvent prendre de l'information. Et c'est un bon moyen, en tout cas, voilà, de faire venir du monde. Bon, ça paraît un peu évident ce qu'elle nous raconte, encore faut-il ne pas sous-estimer le temps que toutes ces petites actions cumulées représentent pour mettre en place sa stratégie de communication. Alors, je pense que Camille, elle oublie sans le vouloir l'exercice incontournable du vernissage au moment d'une exposition qui fait partie de ce plan de communication. Amélie, c'est quoi l'enjeu d'un vernissage ? L'enjeu d'un vernissage, comme on disait tout à l'heure, c'est déjà de recueillir des premiers avis sur le travail qui a été fait, d'une part, et aussi de penser à l'après. C'est un peu, ça paraît un peu terrible de dire ça, puisque c'est souvent le premier jour ou même la veille de l'ouverture, mais en fait, un vernissage qui est réussi, on pense à l'après, on pense à la manière dont l'exposition va vivre après, va être reçu par le public, mais dont aussi on arrive à un moment donné à planter une graine, et là je parle plutôt du côté professionnel, dans l'esprit d'un professionnel qui pensera à nous pour une exposition sur telle thématique, pour une publication, un portfolio dans un magazine. Donc c'est un moment qui est très important, professionnellement. Après, humainement aussi, c'est aussi un moment où on le montre à ses proches, à des gens qui nous ont soutenus, à c'est festif, communauté. Voilà, c'est pas, on n'est pas que, et c'est évidemment très sérieux, mais et puis souvent d'ailleurs il y a 2 temps de vernissage, un temps professionnel vraiment avec la presse qui est importante comme le dit Camille, et aussi avec pour le coup le grand public, et c'est 2 temps de partage, mais c'est un moment qui est important et je pense qu'il y a pas mal d'enjeux parce qu'il faut convertir le tir, il faut que tout se travaille. Et on invite qui ? On invite tous azimuts ou au contraire on fait une sélection très précise, ultra VIP ? Je pense que ça dépend vraiment, mais je pense qu'il faut alors nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait sur le festival Circulation, mais on a quand même une plus grande ampleur, mais d'inviter la presse pour un temps privilégié, vraiment, puisqu'on a envie de... Parce qu'en fait, c'est vrai que le vernissage, c'est un petit peu problématique parfois, parce qu'il y a parfois énormément de monde, des gens qui sont aussi là pour se retrouver, donc il y a un coup de champagne. Pour picoler à l'œil, voilà. Ouais. Donc on regarde pas trop les photos. On n'aura que du jus de fruits. Donc c'est différent, le moment public, je pense qu'il faut inviter la presse, il faut inviter des pros, et la question de prospect, voilà, c'est très marketing, mais en fait ça compte. Si on a envie d'exposer dans un festival, si on a envie d'être publié dans un magazine, en fait c'est le moment où on dit bah voilà, et comme on disait tout à l'heure, c'est la première fois qu'on va voir les œuvres pour de vrai, qu'on aura le photographe qui peut parler de ses œuvres aussi, donc c'est un moment qui est important. Et c'est quoi un vernissage réussi alors? C'est ce qui va en découler? C'est avoir les parutions qui comptent avec les titres de presse ou les influenceurs qui comptent? À quel moment tu sens qu'il est réussi le vernissage? Je pense qu'on sent qu'il est réussi quand il y a un vrai intérêt et qu'on a réussi aussi à parler à des personnes qu'on n'aurait pas réussi à attraper, en tout cas à mobiliser hors de ce temps-là. Puisque finalement, il y a aussi parfois des journalistes qui se déplacent pas, enfin pas pour le vernissage en tout cas, mais si on arrive à ouvrir des discussions avec des personnes qu'on n'aurait pas côtoyées autrement, je pense que là c'est réussi. Donc c'est un peu aussi, et puis parfois c'est sur le long terme, on n'a pas forcément des publications dans les jours qui arrivent, mais voilà.
Et pour le coup, toi, Patrick, pour ton exposition à Arles, tu vas avoir énormément de concurrence, hein, parce que le grand jeu pendant la semaine professionnelle à Arles le soir, c'est de faire la tournée des galeries et la tournée des vernissages. Donc, il va falloir que tu te démarques avec ton vernissage et que peut-être que vous envisagiez la mise en place d'animation. Vous avez prévu quelque chose ou pas? On est encore en stade final de réflexion, on va dire. Alors, c'est vrai qu'on s'inscrit dans un contexte particulier, c'est Arles, donc des expos, il va y en avoir un paquet, des vernissages aussi. Le but, il n'est pas de tailler la bourre par rapport à d'autres, il est effectivement d'essayer d'arriver un petit peu à se démarquer, d'essayer d'émerger un petit peu, mais à la limite même d'être dans les parcours que les gens feront. Le vernissage, comme l'a dit Mélanie, pour nous, c'est bon. Dans les photographes qui exposent avec moi, j'ai un camarade qui s'appelle Thierry Vaison, qui est plutôt connu, lui déjà. Je sais que Thierry, ça va faire venir déjà un petit peu de monde. Moi, j'espère capitaliser un petit peu sur ce que j'ai déjà montré, ce que fait Gérard aussi. Mais après, voilà, il y a tout notre réseau de contacts, mais qu'on essaye aussi d'élargir par de la presse, par des influenceurs, enfin tous les réseaux, hein, LinkedIn, Instagram, etc. Je pense qu'on fera, comme tu as dit, Mélanie, une page Facebook, certainement, pour attirer le maximum de monde. Le vernissage, c'est vraiment d'essayer d'avoir le maximum de monde sur ce jour-là, pour avoir le plus de retombées, quelles qu'elles soient derrière. C'est-à-dire, c'est des contacts à prendre au niveau de festivals, de galeries, d'acheteurs, hein, de tout ce qui peut être bon pour nous, auteurs, après l'expo, même pendant l'expo, tout ce qui peut se nouer. Le vernissage, c'est là où se fait. Il y a aussi une chose dont Arthur n'a pas parlé tout à l'heure, il y a un vernissage. Il y a aussi une autre chose qui s'appelle un finissage, qui est après l'expo. Oui, une espèce de tendance autour de ça. Ouais. Ça se pratique de plus en plus. Alors, je ne sais pas si on le fera. C'est des choses aussi qui permettent... Ça consiste en quoi ? C'est la fin de l'expo et on fait une petite fête. Tu fais une fête pour voilà, c'est pour dire on est content. Ouais, ça s'est il y a bien eu passé. beaucoup de monde, on a fait des ventes, on a eu plein de contacts, on va exposer là, on va faire ci, on va faire ça. Voilà, c'est un petit peu ça. Il y a un truc intéressant que tu disais là, c'est un peu comme les premières parties de concerts en musique, c'est finalement d'exposer ensemble ou de profiter peut-être de l'aura. De la personnalité. Alors, l'expo à Arles, elle est née en fait par l'entreprise du propriétaire de la galerie, donc qui est un ami, Gérard Niemiecki. En fait, il connaissait très bien mon travail. L'autre auteur qui serait exposé, Thierry Vaison, il connaît aussi très très bien son travail. Le travail de Thierry fait que nos trois travaux se complètent, mais à merveille. C'est-à-dire qu'on est chacun dans des univers complètement différents, mais graphiquement, visuellement, tout s'emboîte. Moi, j'étais étonné, déjà avant même qu'on fasse nos choix d'images. Quand on s'est rencontrés là, il n'y a pas encore longtemps, il y a 3 semaines, on regardait nos travaux, on se dit, mais c'est incroyable, on a l'impression que les images, elles ont été faites pour se compléter, se suivre, etc. Tout ça va influer sur la scéno aussi. Et les choix qu'on avait peut-être un peu au départ, on va peut-être un petit peu les retransformer. Je rebondis, j'élargis un petit peu par rapport à tout à l'heure, j'ai un choix très précis d'images, mais que j'ai élargi, j'ai une dizaine d'images en plus, au cas où, quand on va accrocher, quand on va mixer, mêler un petit peu les choses ou pas, du coup, peut-être retirer celle-là, mettre celle-là. Pour même laver, comme disait Mélanie tout à l'heure, changer l'accrochage. Exactement. S'adapter, non, mais donc on prévoit toujours un peu plus quand même. Moi, en tout cas, c'est ce qui est prévu dans ce sens-là. Alors, c'est un budget, parce que des tirages, nous, on a opté pour un tirage 40-60, hauteur ou largeur, ou du 40-40, parce qu'on va exposer aussi des carrés. C'est un coût. Moi, j'ai pris le parti d'exposer sur de la tôle, sur du Dibond, direct. C'est un coût. Donc, effectivement, je vais m'en faire quelques-unes en plus. Mais bon, voilà, tout ça, ça se budgétise, hein, c'est important.